Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va donc être un Litté Rétro spécial année 1987. Donc voilà, comme d'habitude, les livres qui ont marqué cette année, qui sont sortis donc en parution originale en tout cas en 1987. Et puis voilà, comme d'hab, je suis en live et je vous propose d'attaquer tout de suite cette petite sélection avec donc c'est assez varié au niveau des genres. Par contre, bon, comme d'hab, la parité n'est toujours pas respectée. Et par contre, ouais, au niveau des pays, c'est pas très varié non plus. On va pas se mentir, encore les États-Unis qui dominent le monde, comme d'habitude. Ah, c'est une clim portative, ah oui. Oui, pardon, juste avant, on parlait de ventilo et de clim. Ça bouffe un peu au niveau électricité, par contre, les clims portatives. On en a eu une à un moment. Pouh, ça, la facture d'électricité, au final, on a dit, bon, on préfère avoir chaud. On est radin ou on l'est pas. Bref. Allez, donc c'est parti pour le premier livre. Alors, je rappelle que c'est par ordre alphabétique de titre. Donc, le premier livre de cette sélection, c'est La balade de l'impossible de Haruki Murakami. Alors, certainement pas son plus connu, on va pas se mentir. C'est son 5e roman. Donc on est en fait au cours d'un voyage en avion. On suit un narrateur qui s'appelle Toru. Et Toru entend une chanson des Beatles qui s'appelle Norwegian Wood. Et en entendant cette chanson, il se replonge dans des souvenirs, et notamment donc le souvenir d'un de ses premiers amours, de ses premières amours du coup d'ailleurs, puisque c'est au féminin quand c'est au pluriel, qui date de quand il était lycéen. Il se trouve que il a fait un meilleur ami qui s'appelait Kizuki, et Kizuki malheureusement s'est suicidé. Et Kizuki avait une petite amie justement qui s'appelait Naoko. Et en fait, un an après ce suicide, notre narrateur, donc Toru, va retrouver Naoko. Et donc il va y avoir une petite histoire entre eux, mais malheureusement, une nuit, alors qu'elle vient de lui livrer un secret, elle va disparaître. Voilà. Donc ça aborde notamment, évidemment, comme souvent chez les Japonais, la question du deuil, le suicide, la sexualité naissante. Voilà. Et donc oui, apparemment, ce serait le livre qui a révélé l'auteur. C'est seulement son 5e roman, mais ça a été le livre qui l'a un peu propulsé de façon internationale sur le devant de la scène littéraire. Voilà. Donc ça parle d'adolescence notamment. Des thématiques finalement assez classiques dans la littérature japonaise. Et donc oui, il y a un film qui a été réalisé par Tran Han Hung, donc réalisateur vietnamien et non pas japonais pour le coup. Mais voilà. D'ailleurs, il est même français d'origine vietnamienne, très précisément. Voilà. Donc, si vous connaissez ce film, moi personnellement, je ne le connaissais pas du tout. Mais voilà. Voilà donc pour celui-ci. Le deuxième livre dans cette sélection, vous le connaissez très certainement. Il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. Et donc, oui, dans ce roman contemporain, peut-être un petit peu historique aussi. En fait, on suit l'amitié entre deux femmes. Donc, c'est Evelyne, qui est une femme au foyer dans la quarantaine, et Nini, qui est une femme plus âgée, qui vit dans une maison de soins infirmiers, en fait. Et chaque semaine, Evelyne rend visite à Nini, et Nini lui raconte ses histoires de jeunesse, en fait, notamment quand elle habitait en Alabama, où sa belle-sœur et son amie ont dirigé un café. Et donc voilà, elle va raconter un peu
Et ça va parler notamment de ségrégation, voilà, ça va parler de thématiques, chères à la communauté noire, hein, notamment. Voilà, bon, moi je ne l'ai pas lu du tout. Je sais pas pourquoi il m'a jamais vraiment tenté celui-ci. Peut-être parce que... Je sais pas. Je sais pas, peut-être parce que l'autrice est blanche. Moi, ça me bloque, hein, ce genre de truc. Moi, si c'est pas des own voices, mais voilà. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont lu. Alors évidemment, il est aussi très connu pour son adaptation en film, hein. Je pense qu'il est même plus connu, à mon avis, pour son adaptation que pour le livre en lui-même. Mais voilà, j'étais obligée de le mettre en tout cas. Voilà pour celui-ci. Alors celui-là est également dans la thématique de l'histoire de la communauté noire, évidemment ultra connu aussi, Beloved de Toni Morrison, que j'ai lu d'ailleurs, celui-ci. Donc là, roman historico-fantastique, j'ai mis historique d'ailleurs, mais c'est plus fantastique qu'historique, mais bon, c'est quand même pas mal basé sur l'historique. On est à la fin, ouais, vers 1870, quoi, à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, dans une petite bourgade. En fait, on va suivre Seth, qui est une maîtresse de maison, mais aussi une ancienne esclave. Donc on est juste après la guerre de sécession, en fait, hein. Voilà. Donc Seth est une ancienne esclave qui a perdu sa fille, dans des circonstances que vous connaîtrez dans le livre. Sauve Life, merci pour ton suivi. Et un jour, elle va voir arriver une jeune femme qui se présente comme Beloved, voilà son nom, c'est Beloved, et Seth croit reconnaître sa fille en elle, en fait. Et bon, voilà, hein, il va y avoir toute une histoire. Voilà, ça va être une occasion un petit peu d'exorciser son passé, et il va y avoir toute une histoire autour de ça. C'est inspiré de faits réels, même si bon là on est clairement dans du fantastique évidemment, hein, mais après voilà, moi j'ai un peu eu du mal. Alors Toni Morrison, j'avais déjà lu L'œil le plus bleu, que j'avais beaucoup aimé. Celui-là j'ai eu plus de mal. C'est un peu chez père. Voilà, c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le parti pris de l'autrice. Je sais pas, c'est très éthéré, c'est très sibyllin, ah voilà, et tout un truc sur les fantômes, tout un truc métaphorique, etc. Mais avec une plume aussi un peu alambiquée, enfin je sais pas, c'était un peu lourd pour moi, donc j'ai eu pas mal de, j'ai eu beaucoup de mal. Après, voilà, il y a toute la partie sur l'esclavage, finalement, toute la partie historique était extrêmement intéressante. Mais toute la partie fantastique, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Voilà, c'est clairement deux pendants du livre. Voilà, et puis donc il y a eu une adaptation au cinéma que je n'ai pas vue avec Oprah Winfrey. Rien que ça. Ah oui, toi, tu l'as carrément pas terminé, Silou. Mais ça m'étonne pas, c'est vrai, il est vraiment très particulier, hein. Moi, en vrai, je m'étais forcée, hein. Vraiment, je m'étais forcée parce que je me disais, bon, quand même, c'est quand même un monument de la littérature, surtout de la littérature noire. Il faut le lire, mais donc j'étais contente de l'avoir lu, mais voilà, peut-être un peu trop lourd pour moi. Voilà, en tout cas pour celui-ci. Alors là, c'est marrant parce que là, on change non seulement totalement de style, mais surtout, on va dans le message complètement inverse. C'est assez drôle de voir que c'est sorti la même année que le bûcher des vanités est sorti la même année que Beloved ou Béné de tomates vertes, en l'occurrence. Puisque là, dans cette histoire, autant vous dire que ça me donne pas du tout envie de le lire, mais très très connu, hein, ce livre de Tom Wolfe. Tom Wolfe, d'ailleurs, je suis plutôt le W en général, en anglais, il se prononce plus,
qui se prononce pas avec comme un V. Donc là, dans cette histoire, on suit Sherman, qui a, voilà, il va sur ses 40 ans, il a un peu tout du Golden Boy. C'est un père de famille assez prétentieux, il travaille à Wall Street, il vend des obligations pour sa société de bourse, il touche presque 1 million de dollars par an. Voilà, il entretient une liaison avec une belle nana. Il vit dans un appartement de luxe, indécent, sur Park Avenue. Et il retrouve chaque soir sa femme, qui est un peu une mondaine aussi, et leur fille de 6 ans. Voilà, donc c'est un peu, ouais, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais le souci, c'est que un jour, il va y avoir un drame, en fait, alors qu'il raccompagne sa maîtresse à l'aéroport. Il va rater une sortie d'autoroute et il va se retrouver dans le Bronx. Il est un peu perdu, il a plus de repères, voilà, puisqu'il connaît pas, il n'est jamais allé dans le Bronx. On rappelle que c'est un mec, voilà, super riche. Et il va tomber dans un traquenard, en fait. Parce que du coup, avec sa voiture un peu rutilante, il y a voilà, des jeunes noirs qui vont décider de lui voler sa voiture. Alors le couple va parvenir à s'enfuir, mais le problème c'est que en s'enfuyant, ils vont renverser l'un des deux malfrats. Et donc Sherman va être plongé dans le coma dans l'accident. Non, c'est pas lui, pardon, c'est celui qui a été renversé, je suis con. Et le problème, c'est que ça va se retourner contre Sherman. Voilà, parce qu'il a renversé un noir. Et du coup, ça va être une descente aux enfers pour Sherman. Et donc, vous comprenez pourquoi j'ai pas du tout envie de le lire. Parce que, bon, on est vraiment dans du gros ouin-ouin blanc, quoi. Hein, pauvre chéri. Désolé, mais moi, je peux pas aujourd'hui. Je veux dire, en 1987, oui. Mais aujourd'hui, je ne peux pas lire des trucs comme ça. Je ne peux pas lire des trucs où les méchants, c'est des noirs et le pauvre Sherman, il se prend toute la misère du monde parce qu'il a renversé un noir. Et alors que, quelque part, il était plus ou moins dans son bon droit parce que c'est lui qui était agressé, quoi. Je suis pas sûre de... Voilà. Je suis pas sûre. Voilà. Le bûcher des vanités décrit l'acharnement médiatique et judiciaire subi par un homme blanc et riche, innocent, érigé en coupable idéal d'un crime commis contre un jeune noir sans histoire du Bronx. Bon, je sais pas. Ah, le résumé est trompeur. Ok. Non, mais je veux bien que vous me détrompiez. Que du coup, ce soit. Parce que là, on a l'impression que c'est. Parce que c'est vraiment décrit comme ça, hein, sur Wikipédia. Pardon, mais c'est vraiment décrit. Voilà, l'acharnement médiatique et judiciaire. Alors qu'il est innocent. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le pauvre chéri. Pour moi, c'est un peu du ouin-ouin blanc, quoi. Donc, ah ouais, c'est vrai. Bah après, oui, c'est tout à fait, effectivement, le genre de livre que je pourrais lire justement pour me faire mon propre avis sur la question. Clairement. Ça a été, alors ouais, en plus ça a été adapté par Brian De Palma, rien que ça. Par contre, ouais, apparemment, c'est ouf parce que l'adaptation, il y a quand même Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith et Morgan Freeman. Voilà ce casting de malade. Et en fait, le film a fait un flop. C'est ouf quand il pense. C'est incroyable. Comme quoi, hein. Il ne s'agit pas d'avoir un casting de malade. Mais ça me rappelle aussi, c'était l'adaptation de livre que j'avais adoré, la Paranoia. Pareil, gros casting de ouf. Je crois qu'il y avait Harrison Ford, je sais plus, mais bref. Et pareil, ouais, qui n'a pas du tout marché, mais bon, comme quoi. Hein. Mais là, en plus, réalisé par Brian De Palma, en plus. Parce que des fois, tu peux avoir des bons acteurs, mais le réal, il est mauvais, il sait pas les diriger. Là, bon. Du coup, voilà. Sinon, bon, après, voilà, petites anecdotes autour du livre. Tout. Bon, voilà, le titre du livre, c'est un hommage au bûcher des vanités organisé par les disciples du moine Jérôme Savonarole.
à Florence, donc en 1497. Ça vous intéresse de ouf, j'en suis sûre. Le personnage du juge, il a été inspiré par Burton Roberts, qui est donc un célèbre juge, et pareil pour l'avocat aussi. En fait, c'est voilà, il s'est inspiré de personnages réels. Et du coup, ouais, et en fait, le loup de Wall Street a été inspiré par le bûcher des vanités. Voilà, sachez-le. Enfin, en tout cas, au niveau de la forme de l'écriture. Il y a aussi, il y a aussi American Psycho. Il y a une référence aussi dans American Psycho. Parce que Patrick Bateman, donc le héros d'American Psycho, il travaille dans la même compagnie d'investissement que celle de Sherman dans le bûcher des vanités. Voilà, petit clin d'œil. Pardon, je fais tomber des trucs. Bon, c'est pas grave. Je retrouverai après. Je fais tomber des trucs et je sais pas où. Tant pis. Donc voilà pour ces petites anecdotes. Le mec blanc va descendre de son piédestal. D'accord, ok. Bon, bah ouais, why not? Why not, why not? Écoute, du coup, tu m'as un petit peu convaincu, on va dire. Peut-être je le lirai. Il y a marqué le nombre de pages là? Non, il n'y a pas marqué. J'espère que c'est pas un pavé. Ah oui, c'est vrai, Silou. Bah voilà, bah là apparemment c'est le style d'écriture est inspiré du bûcher des vanités. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ok, bah c'est bon à savoir, merci. Heureusement que t'étais là, Anne-Gaëlle. Hein. Heureusement que t'étais là. Pour me faire changer d'avis. Allez, ensuite. Alors, on change de style avec Un cheval dans la salle de bain de Douglas Adams. Alors, en fait, c'est le premier roman d'une série qui s'appelle Dirk Gently, détective holistique. Douglas Adams, c'est l'auteur de H2G2, vous savez, le guide du voyageur galactique. Dont j'avais adoré le premier tome, mais après c'était un peu pour axe, on va pas se mentir. Et donc voilà, c'est en fait, Douglas Adams, il fait de la SF humoristique, un petit peu burlesque. Et là, donc c'est une autre de ses séries qui s'appelle Dirk Gently, et où on va suivre donc un détective, sauf que on est dans un univers SF. Donc là, c'est un humanoïde, genre de robot humanoïde, ou robot non, ou un extraterrestre, c'est plus un extraterrestre visiblement, ouais, un extraterrestre humanoïde, qui s'appelle le moine électrique, qui va assassiner un homme. Donc on est sur Terre, hein, en Angleterre. Mais le problème, c'est que dans son monde à lui, quand on assassine les gens, ils meurent pas vraiment. Et donc du coup, là, il va assassiner un mec sans se rendre compte que il a vraiment tué quoi. Du coup, et c'est en fait c'est l'ami donc c'est Gordon, hein, la victime, c'est l'ami de Gordon qui s'appelle Richard, qui va être soupçonné du meurtre, et donc il va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et il va faire appel à Dirk, donc le détective, pour retrouver, voilà. Donc on est dans une enquête policière, mais sous forme de SF, avec une histoire de extraterrestres, tout ça, voilà. Donc ça doit être un petit peu rigolo quand même, ma foi. Après, en connaissant l'humour de Douglas Adams, ouais, c'est très, ouais, c'est très loufoque. C'est de l'humour très loufoque. Euh, Faut aimer. Voilà, faut aimer. Moi, j'ai pas tout aimé, mais bon. Voilà, en tout cas, pour celui-ci qui a connu moult adaptations, comme vous pouvez le constater d'ailleurs. Une série qui a eu son petit succès à l'époque. Ensuite, alors, on reste dans le polar, mais dans un style complètement différent, avec Le Dahlia Noir, dont d'ailleurs l'adaptation a aussi été réalisée par Brian De Palma. Autant dire que Brian De Palma, il réalisait la moitié des films dans la deuxième moitié des années 80. Hein. Donc, Le Dahlia Noir de James Ellroy, que j'ai lu également.
toujours au moins 2 livres dans la sélection que j'ai lus. Là, il y en a même plus d'ailleurs. Qui est donc une histoire, un polar tiré d'une histoire vraie, c'est-à-dire donc l'affaire du Dahlia noir, où il s'agit du meurtre de Elizabeth Short, qui a été retrouvé, donc le corps sectionné au niveau de la taille, avec des lacérations au visage. On est en 1947. Et le truc, c'est que cette affaire n'a jamais été résolue. Et James Ellroy donc a imaginé justement une affaire, il a imaginé la résolution de l'affaire, en fait, tout simplement. Donc il raconte toute l'affaire avec sa résolution à lui. Hein. Moi, j'avais eu beaucoup de mal. Toi, tu peux aimer, hein, Anne-Gaëlle, il y a de fortes chances. Moi, honnêtement, j'avais eu du mal avec le style. Le style. C'est vraiment le style. C'est pas tant l'histoire, c'est vraiment le style. C'était... franchement, je me faisais chier. Vraiment, faut pas s'attendre à... on n'est pas dans un thriller avec... puis j'ai lu des true crime et tout qui étaient quand même plus passionnants que celui-ci. Pardon, hein, mais... c'était très, très, très chiant à lire. Voilà. Et je sais que je suis pas la seule, je suis pas la seule à le penser. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit la même chose, qu'ils avaient eu du mal aussi avec celui-ci. Mais bon, voilà. Après, c'est à lire parce que ça reste pareil. C'est quand même un classique de la littérature. Et voilà. Ben, sinon, si vous avez la flemme de lire, et ben sachez que Brian De Palma donc a adapté. Mais c'est sorti en 2006 hein, quand même. Hein, pour le coup, le film. Donc le Dahlia noir avec Josh Hartnett, Aaron Eckhart, Scarlett Johansson et Hilary Swank, rien que ça, comme d'habitude, gros casting. Voilà. Et il y a eu aussi une adaptation en bande dessinée, pareil, si vous avez la flemme de lire le livre. Voilà en tout cas pour celui-ci. Oui, voilà, c'est ce que je viens de dire du coup, pour la BD. Ensuite... On passe à La Dame de Berlin de Dan Frank et Jean Vautrin. Avec la couverture du roman illustré par Enki Bilal. Donc voilà, c'est dans toutes les versions, il y aura cette couverture. Mais sachez que la BD qui a été... adapté du roman n'est pas dessiné par Enki Bilal. Et du coup, il y a une autre couverture du roman qui a été faite en prenant les mêmes personnages, mais dessinée par le dessinateur de la BD. Bref. Donc, dans cette histoire, on suit Blémia. C'est un homme hein, qui en fait, voilà, il vient de Hongrie. Il arrive à Paris dans le but d'exercer ses talents de reporter photographe. On est au début des années 30, mais le problème c'est qu'il va devoir repartir en Hongrie, non, en Allemagne. J'aime même parce qu'ils disent repartir, mais en fait il part en Allemagne, c'est pas très logique, mais bon. Il va devoir partir en Allemagne pour aider sa cousine, qui est une étoile montante du cinéma allemand. Et en fait, du coup, il va être témoin de la montée du nazisme en Allemagne. Voilà, donc roman historique sur la montée du nazisme, hein, clairement. Il va suivre une organisation d'extrême droite à l'échelle européenne qui se concentre particulièrement sur la France et sur l'Allemagne. Et donc voilà, il va être un peu au cœur de tout ça. Et il va donc un peu, oui, faire le reporter, hein, parce que c'est son but. Voilà, donc en plus il est juif, évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc il y a une multitude de personnages dans ce livre. Et voilà, et donc il y a eu un téléfilm en 2 parties et une bande dessinée. Voilà, comme je le disais au début. Écoutez, bon voilà, moi j'avoue. Mais en vrai, c'est marrant parce que moi j'en ai un petit peu marre des trucs sur les nazis, mais en même temps,
Celui-là doit être intéressant parce qu'on est vraiment sur la montée du nazisme. C'est pour ça que j'avais bien aimé aussi Inconnu à cette adresse, parce que je préfère cette période-là de l'IF. Enfin, je préfère cette période-là. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je trouve ça plus intéressant de savoir comment on en est arrivé là, plutôt que de savoir, de revenir encore et toujours sur ce qui s'est passé. Euh, Tout simplement parce que l'histoire se répète et on est de nouveau dans ce processus-là actuellement. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je l'ai mis juste, c'est un petit clin d'œil. Hein. C'est un petit clin d'œil parce que il se trouve, c'est marrant, hein, c'est le hasard total, mais il se trouve que dans le dernier Litté Rétro qui était 1979, je crois, il me semble que c'était ça, hein. 1979, donc c'est vraiment hasard puisque les années ne se suivent pas, était sorti, je vous avais parlé de, comment ça s'appelle? Voilà, the Transsexual Empire, The Making of the She-Male, de Janice Raymond, qui était un gros pamphlet transphobe, un gros pamphlet TERF en fait, hein, voilà, sur le fait que les femmes trans sont forcément des hommes qui se déguisent en femmes pour agresser les autres femmes, etc. Bon, tout le truc qu'on trouve, discours qu'on trouve encore aujourd'hui, hein, vraiment, c'est pas parce que on a évolué dans les mentalités que ça n'existe plus, ce genre de discours. Et du coup, en réponse à ce pamphlet un peu dégueulasse, Sandy Stone a écrit donc The Empire Strikes Back, donc jeu de mots avec donc l'Empire contre-attaque, hein, de Star Wars, puisque elle disait, elle avait appelé son livre, Janice Raymond, elle avait appelé The Transsexual Empire, donc l'Empire transsexuel. Et donc voilà la petite réponse, l'Empire contre-attaque, c'est un petit peu mignon, c'est un petit peu rigolo. Voilà, donc un manifeste post-transsexuel. Alors à l'époque, hein, on utilisait le terme transsexuel. Évidemment, maintenant ça a changé puisque euh, c'est un terme psychiatrisant, quoi. Hein, voilà, pour faire référence à la maladie mentale. Alors que non, on sait que la transidentité n'est pas une maladie mentale, donc on ne parle plus de transsexuel. Mais voilà, à l'époque on disait ça, et donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, elle a fait toute une étude justement pour expliquer que non, les personnes trans ne sont pas des agresseuses, et elle présente des études universitaires, etc. Voilà, donc c'est nous, voilà, je fais juste un petit clin d'œil parce qu'il est malheureusement pas sorti en France de toute façon. Mais par contre, voilà, à l'époque, les TERF existaient déjà. Et donc Sandy Stone écrit à propos d'elle et voilà, pour contrer leur discours transphobe. Voilà, c'était tout. C'était juste un petit clin d'œil parce que c'est rigolo. Je trouvais ça rigolo de voir que dans un Litté Rétro, je parle d'un livre et dans le Litté Rétro d'après, bah, il y a la réponse au livre. Voilà, c'est tout. Ensuite, alors, on retourne dans la SF avec Une forme de guerre de Ian Banks, auteur illustre de science-fiction, auteur écossais, hein, d'ailleurs. Donc là, en fait, on est en plein dans une guerre intergalactique qui oppose la race des Idirans aux humanoïdes de la culture. Oui, voilà. D'ailleurs, sachez que Une forme de guerre est le premier tome d'un cycle qui s'appelle le cycle de la culture, avec un grand C. Voilà. Et il se trouve qu'il y a un vaisseau de la culture qui va s'autodétruire pour échapper à une interception ennemie. Et les derniers signaux émis par le vaisseau laissent penser que l'intelligence artificielle qui le commandait, oui, on parle déjà d'intelligence artificielle à l'époque, a découvert une nouvelle technologie lui permettant de se réfugier instantanément sous la surface d'une planète qui s'appelle la planète Scar, je suppose. Et donc, les Idirans vont charger un métamorphe qui s'appelle Bora de s'emparer de cette intelligence artificielle, alors que la culture envoie un agent pour essayer de l'en empêcher. Bon, voilà, c'est vraiment une guerre entre deux contrées. Par contre, autant vous dire qu'il y a énormément de thématiques
Dans ce roman, je ne l'ai pas lu, hein, je précise, donc on est dans un space opéra, et en fait on va suivre vraiment, dans ce cycle-là, on va suivre les aventures de ce métamorphe qui s'appelle Bora, qui est un espion humanoïde génétiquement modifié. Euh, et voilà, alors c'est marrant parce que au final, on se donne l'impression que la culture, c'est les méchants. Alors je sais pas trop, hein, après voilà. Euh, je suis en train de regarder du coup. Donc voilà, ça met en avant, on nous dit un jeu de cartes aussi. Enfin, voilà, il a. Et puis bon, voilà, après il s'est basé sur des thématiques en particulier et notamment la mort. Voilà, c'est une thématique qui est omniprésente dans son roman, apparemment. Et le choc des civilisations, bah oui, de toute façon, hein, la SF, c'est surtout quand il y a des guerres comme ça, des guerres intercommunautés, comme ça, c'est souvent évidemment une grosse métaphore politique. Donc voilà, écoutez, ça a l'air assez complexe, hein. Franchement, ça a l'air assez complexe. Moi, je suis pas sûre d'avoir envie de le lire, mais voilà, je me devais de vous en parler, en tout cas, parce que c'est quand même assez connu. Je vois un petit coup. Et c'est parti pour la suite. Avec alors un petit essai, enfin c'est une thèse en fait. Je vous ai mis parce que voilà, pour pareil, pour le petit clin d'œil, parce que c'est tout à fait le genre de truc qui aujourd'hui justement est étudié et c'est intéressant de voir qu'on en parlait déjà en 1987. Fortune et infortune de la femme mariée de François de Singly, je suppose, puisqu'il est français. Donc c'est une thèse qui se base sur les chiffres de l'INSEE et qui analyse les effets du mariage sous l'angle des intérêts des deux conjoints et qui va les resituer en fonction des attentes de chacun, notamment les enfants aussi. Et donc il va analyser comme ça les effets du mariage sur la carrière professionnelle des femmes, mais aussi des hommes, les avantages et les inconvénients donc des couples et des rôles conjugaux qui ont été adoptés, et notamment donc en termes de satisfaction, mais aussi en termes de capital social, relationnel, scolaire, économique, etc. Et, euh, et ben oui, en fait, voilà, il va se baser principalement sur l'effet que le mariage a sur les femmes. Et du coup, voilà, ça va dénoncer notamment l'idée reçue selon laquelle les femmes des classes moyennes ou supérieures occupent un emploi tourné vers l'épanouissement personnel et les femmes des classes populaires un emploi davantage contraint. Donc visiblement, c'est pas, en tout cas, c'était pas forcément le cas en 1987. Euh, il va surtout établir que le prix de la vie conjugale est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Eh ben oui, parce qu'une femme à niveau de diplôme égal à celui d'un homme s'investira moins dans sa carrière professionnelle dès lors qu'elle est en couple et se consacrera davantage à sa famille. C'est juste obvious, mais c'est quand même incroyable que les gens ne se rendent pas compte à quel point les femmes perdent en niveau de vie quand elles se marient. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait penser que bon, ça y est, les femmes travaillent autant que les hommes, il n'y a plus ce truc de femmes au foyer, etc. Enfin, il y a toujours, mais voilà, c'est moins ancré dans les mœurs, on va dire. Mais ça n'empêche pas que, ben, si les femmes perdent en niveau de vie, quand elles se marient. Et d'ailleurs, elles perdent même encore plus, ça aussi c'est une idée reçue, que les femmes, quand elles divorcent, du coup, ben, elles récupèrent la fortune de leur mari, c'est faux. Elles perdent encore plus en niveau de vie quand elles divorcent. Autrement dit, il faut jamais se marier, hein, parce que même quand tu divorces, c'est pire. Donc voilà. Mais du coup, ouais, voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des études comme ça. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails. Voilà, donc on nous dit que du coup les femmes célibataires ont plus de capital que les femmes mariées. Et oui, voilà, ça s'explique par l'investissement massif de la femme dans la sphère familiale. Et donc voilà, et ça explique la méthodologie employée, etc. Bref, extrêmement intéressant. 1987. Voilà, on est, on est à 37 ans, quoi.
Ensuite, alors celui-ci, j'imagine que vous le connaissez également, Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi, que moi-même je n'ai pas lu. Donc roman autobiographique, alors qui a été par contre ultra critiqué. Donc dans cette histoire, on suit donc Betty, hein, puisque c'est elle qui raconte. C'est une femme américaine mariée à un médecin d'origine iranienne. Ils vivent heureux aux États-Unis avec leur fille de 4 ans. Voilà, parce que donc le mari de Betty, il a fui le régime politique de l'époque. Ah ouais, c'est vrai, Karine? Ah, c'est intéressant ça. Donc du coup, voilà, ça se passe très bien aux États-Unis. Mais un jour, alors que un cousin est venu leur rendre visite, le mari de Betty a envie de passer du temps en vacances dans son pays natal. Voilà, et il veut emmener sa femme et sa fille pour les présenter à sa famille. Donc super. Alors Betty, elle n'est pas de ouf à l'idée d'aller là-bas, parce que, bon, on rappelle, régime politique compliqué pour les femmes, etc. Mais son mari lui dit, bon, ça va, c'est juste des vacances, t'inquiète, tout va bien se passer. Sauf que, évidemment, quand ils arrivent là-bas, ben lui, il trouve que le nouveau régime politique est trop cool. Et donc, il décide de rester là-bas et de garder sa femme et sa fille avec lui. Sauf que Betty, elle est pas trop ouf à cette idée, vu que, voilà, il y a un peu, comment dire, la condition des femmes là-bas est pas ouf. Et donc, en plus, voilà, il va lui confisquer son passeport, etc. Donc, elle va essayer de voir auprès de l'ambassade pour partir. Sauf que on lui dit que, ok, elle peut repartir parce qu'elle a la nationalité américaine, elle peut repartir en Amérique, sauf que sa fille doit rester avec son père. Et donc d'où le titre, voilà, sauf qu'elle, elle ne veut pas partir sans sa fille. Voilà. C'est un livre qui a été extrêmement critiqué. Pourquoi? Parce que, en fait, ça a été accusé de racisme parce que ça décrit des conditions de vie à Téhéran ultra problématiques. Alors pas seulement sur la condition des femmes et tout ça, ça c'est vrai, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ça parle aussi de manque d'hygiène, notamment. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas ouf, dit comme ça. Voilà, alors il y a une femme, une féministe iranienne qui a écrit un livre pour critiquer celui-ci, en fait, qui s'appelle Jamais sans un voile de préjugés. Mais le problème, c'est que le livre a été considéré comme conspirationniste. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Bon, bref, moi, je peux pas prendre parti, j'en sais rien. Je suis pas iranienne, je suis pas musulmane, rien. Donc, j'ai pas de vision là-dessus. Alors, je peux comprendre que, effectivement, bon, le fait qu'une femme occidentale fasse une grosse critique de l'Iran comme ça, c'est sûr que ça peut ne pas plaire. Après, si elle décrit sa vie, enfin, c'est la vérité, etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut y faire, quoi. Voilà, et puis évidemment, le mari, lui, il a donné sa version des faits. C'est pas drôle. Voilà, donc il a donné sa version dans un documentaire qui s'appelle Sans ma fille, où justement il dit que sa fille et lui ont été victimes d'une machine de propagande et de considérations d'ordre politique dans le contexte de tensions entre Iran et États-Unis. Bah oui, et on sait que l'Iran et les États-Unis sont deux pays historiquement ennemis. Et, euh, et du coup, voilà, il dit que en gros, qu'ils ont été matrixés et que en plus, lui, il a perdu sa fille. Voilà, enfin, lui, il n'a pas pu revoir sa fille. Donc, bon, il a fait un petit peu le ouin-ouin, on ne sait pas trop, hein, au final, voilà, qui croire, je ne sais pas, c'est compliqué. Moi, je suis partagée parce que clairement, moi, j'ai envie de croire la femme, mais en même temps, j'ai aussi envie de croire plutôt. J'ai plus envie de croire une femme qu'un homme, mais j'ai en même temps plus envie de croire une personne racisée qu'une personne blanche. Alors, du coup, je suis en mode. Mon cerveau, il fait. Donc, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas. Je vous dis simplement les éléments
Mais voilà, après, ben oui, ça donne quand même envie de le lire, mais voilà, est-ce que on ne saura jamais si c'est vraiment pertinent ou pas, je ne sais pas. Après, oui, bon, clairement que la situation des femmes en Iran, même encore aujourd'hui, c'est pas ouf. On va pas se mentir là-dessus. J'aimerais bien connaître l'avis, je sais qu'il peut donner son avis à plutôt objectif là-dessus, c'est Ulia et Anya. J'aimerais bien connaître leur avis là-dessus. Il faudra que je leur pose la question. Parce que je suis persuadée qu'elles l'ont lu et qu'elles ont un avis dessus. Voilà. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Donc pareil, ultra connu également. Là, on a quand même des trucs, on a quand même des petits bangers hein, dans ce. Enfin, je dis ça, celui-là, je l'ai pas aimé, mais bon, ça reste un banger dans le sens où voilà, c'est un classique de la littérature. Dans cette sélection, Les lois de l'attraction de Bret Easton Ellis, qui raconte ni plus ni moins en fait que le portrait de la jeunesse dorée de la fin, ouais, milieu des années 80. Et ça, je crois que c'est passé en 1985. Donc à travers la vie d'une bande d'étudiants dans un campus qui passent leur temps, oui, à faire la fête, à se droguer, à boire, à baiser, tout en râlant sur leur vie, etc. Bon, moi personnellement, j'ai pas aimé, je vais pas vous mentir. J'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ce livre, j'ai du mal avec les personnages, je trouve. Bah, clairement, après c'est voulu, hein, c'est voulu, c'est un peu déprimant ce livre, voilà, c'est pas fait pour représenter ces étudiants-là sous leur meilleur jour, on va pas se mentir, hein, c'est une critique de la jeunesse américaine de l'époque, voilà. Mais il n'empêche que, ben ouais, pour moi, du coup, si je peux m'attacher à aucun personnage et si je vois que du négatif, au bout d'un moment, ça me fatigue. Surtout que, bon, c'était un peu du ouin-ouin, quoi. Vraiment, voilà, parce que, bah oui, c'est des étudiants qui ont un peu tout, finalement, hein, voilà, ils n'ont pas trop de problèmes dans la life, on va pas se mentir. Mais qui ont quand même des crises existentielles, voilà, et qui se droguent et qui machin, bon. Ouais, Silou, bah moi honnêtement c'est le seul que j'ai lu de l'auteur et ça m'a pas trop donné envie d'en lire d'autres et en plus bon le fait de savoir que c'est un gros réac ça aide pas plus. Bah oui clairement de toute façon ce livre c'est clairement un livre ultra boomer voilà hein, ça critique la jeunesse bon ce que vous voulez que je vous dise voilà c'est un livre boomer. Et oui, donc Bret Easton Ellis est un boomer réac. Après, j'ai quand même toujours envie de lire American Psycho, même si il y a des gens. Alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent il faut absolument le lire, mais il y a des gens qui me disent aussi ça te plaira pas. Et il y a des chances que ça me plaise pas. Mais ah ouais, bon bah voilà, Emily, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas son style. C'est compliqué. Moi, vraiment pareil, ni le style ni le fond ne m'ont plu. Vraiment. Donc. Donc voilà, alors c'est quelqu'un qui aime bien mettre des personnages de certains de ses livres dans d'autres livres. Euh, Apparemment, il y a justement Patrick Bateman de American Psycho qui fait une apparition dedans, mais j'avoue que quand je l'ai lu, j'ai pas spécialement fait gaffe du coup. Mais voilà, et donc ça a été adapté en film. Je sais que Kim il avait aimé voir le film. Avec James Van Der Beek c'est marrant parce que avec James Van Der Beek qui est l'acteur de Dawson et Jessica Biel qui est l'actrice de 7 à la maison. Alors c'est marrant parce que du coup c'est quand même deux personnages de séries un petit peu puritaines, un petit peu mignonnettes qui se retrouvent dans un truc comme ça. Je trouve ça assez rigolo en vrai. Voilà. Bref. Ouais, pareil, Karine, moi aussi, je suis quand même toujours tentée de lire American Psycho. Si un jour il sort en audio, je crois pas qu'il existe en audio là. Mais si un jour c'est le cas, peut-être, parce que c'est quand même un pavé.
Moi, les pavés, je préfère les écouter en audio. Bref, voilà pour celui-ci, en tout cas. Alors, bon, évidemment, il faut toujours qu'il y ait au moins un Stephen King. En général, il y en a même deux, d'ailleurs, à partir de 1976. Donc, Misery de Stephen King, qui est un de ces rares, plus si rare que ça maintenant, romans où il n'y a pas de fantastique dedans. Donc, on est plus dans un thriller quand même horrifique, on va pas se mentir, parce qu'on est dans un huis clos. C'est très très tendu. Et donc, dans cette histoire, on va suivre, oui, il est trop bien, évidemment, Misery. On va suivre Paul, qui est un écrivain de best-seller, qui est devenu riche et célèbre grâce aux aventures d'une héroïne romantique. Voilà, c'est plutôt des histoires d'amour qu'il écrit, qui s'appelle Misery, justement. Mais un jour, il va décider de la faire mourir parce qu'il veut se consacrer à d'autres histoires un peu plus sérieuses. Voilà, il en a marre d'écrire des histoires à l'eau de rose, on va dire. Et un jour, alors que voilà, il vient de terminer un roman d'un autre genre, il va se retrouver pris dans une tempête de neige alors qu'il est en voiture. Et il va être victime d'un accident. Il a les 2 jambes cassées, mais il va être sauvé par une ancienne infirmière qui s'appelle Annie, qui va l'amener chez elle. Elle va le soigner. En plus, voilà, Paul, il a été, donc lui, il s'en rend pas compte parce qu'il a été inconscient pendant tout ce temps. Et quand il se réveille, voilà, elle lui explique qu'elle est sa plus grande admiratrice. Et que donc voilà, qu'il faut pas qu'il s'inquiète, elle va s'occuper de lui et tout ça, sauf qu'il se rend compte qu'elle est pas très très normale, elle fait un petit peu peur cette Annie, et pour cause en fait, Annie, eh ben, elle est pas contente que Paul ait fait mourir son héroïne préférée. Voilà, j'en dis pas plus, même si je pense que vous devez connaître quand même l'histoire, mais bon, on sait jamais, peut-être des gens qui n'ont pas lu, ni vu le film. Donc voilà, huis clos, hein, avec 2 personnages dans une maison, et voilà, ça fait un petit peu flipper. L'adaptation excellente, hein, bien sûr, avec Katie Bates. Alors c'est marrant parce que voilà, Katie Bates qui a tourné dans 2 adaptations de Stephen King, hein, d'ailleurs, hein, donc Misery et Dolores Claiborne, et qui a donc pour ce rôle-là dans Misery, de Rhonda Wikes, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, qui est quand même assez rare dans des films un peu horrifiques, même si on n'est pas spécialement dans le code du cinéma d'horreur non plus, hein, mais voilà, donc intéressant. Alors c'est un livre aussi qui a gagné des prix, le prix Bram Stoker du meilleur roman, voilà. Et autre petite anecdote aussi, à la base, Stephen King devait publier ce roman sous son nom, sous son pseudonyme, Richard Bachman, parce que en fait, tous ces livres non fantastiques, à part certains livres SF, en fait, comme Marche ou crève ou Running Man, et ben il est publié sous son pseudonyme de Richard Bachman. Sauf que le problème, c'est que à ce moment-là, le public a découvert sa véritable identité, et donc au final, il s'est dit bon bah tant pis, hein, je le sors sous mon vrai nom, et voilà. Voilà pour la petite histoire. Ouais, évidemment, un livre que je vous recommande grandement, et le film également, excellente adaptation. Ensuite, alors, on retourne sur un petit essai, parce que je trouvais ça un petit peu rigolo. Et d'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas lu, cet essai. Il y a quelques années. Il y a même plus que quelques années. Il y a peut-être une vingtaine d'années. Mais c'était un truc un peu similaire. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. De Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Donc c'est un essai de psychologie sociale, en fait,
qui a été un succès dans sa discipline, hein, voilà, qui a été réédité depuis, hein, 2 fois d'ailleurs. Euh, donc ouvrage de vulgarisation, on est, alors voilà, c'est raconté de façon un petit peu romancée, on est dans un pays imaginaire qui s'appelle la Dalmatie, et on va suivre Madame O, parce que en fait voilà sa vie est un drame parce que elle est incapable de déceler et de contrer les tentatives de manipulation de ceux qu'elle rencontre au quotidien, donc que ce soit un mendiant, un commercial, etc. Et donc on va suivre comme ça différentes scénettes et pour expliquer un petit peu les différents mécanismes de manipulation de la vie de tous les jours. Donc voilà, qu'est-ce qu'une escalade d'engagement, qu'est-ce qu'un pied dans la porte, qu'est-ce que la technique de la porte au nez, de l'amorçage, du pied dans la bouche aussi. Après le pied dans la porte, il y a le pied dans la bouche, etc. Voilà, donc bon, voilà, c'était... Ouais, j'avais lu vraiment un livre assez similaire, c'était très intéressant, honnêtement. Alors, le but, c'est pas de t'apprendre, en vrai, le but, c'est pas de t'apprendre à manipuler les gens, c'est pas du tout le but du livre, même si c'est vrai que c'est un titre un petit peu putassier, on va dire. Non, le but, c'est justement de t'apprendre, toi, à comment déceler les manipulations, en fait, et à comment les éviter. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. Merci, Michel, des bisous. Merci d'être venu. Bonne soirée, bonne nuit. Donc voilà. Mais ouais, si vous avez l'occasion, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, ce petit livre que j'avais et que je crois je n'ai plus en fait, je ne l'ai pas lu. Le pigeon de Patrick Suskind. Donc c'est l'auteur, vous devez le savoir, hein, c'est l'auteur allemand qui a écrit Le Parfum, bien sûr, ce chef-d'œuvre absolu de la littérature. Et là, bon, voilà, c'est un roman un petit peu plus léger hein, que Le Parfum. Déjà, il est très très court. Donc, dans cette histoire, en fait, en gros, on va suivre Jonathan qui a la phobie des pigeons. Voilà. Donc, c'est un homme qui est un peu solitaire, il approche de la retraite, il est vigile dans une banque. Lui, son aspiration, c'est de vivre une vie tranquille sans qu'on lui prête attention. Voilà, vraiment un peu asocial hein, finalement. Il n'a pas une super jeunesse. Sa mère, en plus, a été déportée en camp de concentration. Lui, il est parti faire la guerre d'Indochine. Et puis, on l'a un peu poussé à épouser une femme qui s'est enfuie avec un autre. Bref. Et donc là, il vit dans une petite chambre de bonne au dernier étage d'une maison bourgeoise à Paris. Et bon, bah voilà, il fait un peu sa petite vie, sauf que un jour, il va tomber nez à nez avec un pigeon qui a été posé devant sa porte. Je sais pas s'il est vivant, a priori oui, je veux dire. Il va être pris de panique, il va s'enfermer dans sa chambre et il va lui falloir beaucoup de courage pour réussir à sortir, pour aller au travail. Et il va carrément même vouloir déménager pour ne plus avoir à croiser le pigeon. Bon voilà, j'en dis pas plus parce que en fait, comme il est court, ça raconte toute une journée de la vie de Jonathan qui a peur des pigeons, quoi. Après voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu celui-là. Je me rappelle que je l'avais acheté en me disant tiens, bon j'avais adoré le parfum. J'ai envie de lire cette histoire de phobie des pigeons. Alors moi, j'ai pas du tout la phobie des pigeons. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont. Moi, au contraire, je trouve ça mignon, un pigeon. Je ne comprends pas ce Enfin, si, je peux comprendre, mais ça me... je trouve dommage ce désamour des pigeons. Alors oui, c'est sûr, ça chie sur les trucs et tout ça, machin. Mais en même temps, ben, c'est de notre faute. Hein. Je sais pas s'il a de bonnes critiques. J'en sais rien. Tu peux regarder. Mais... Mais ouais, c'est de notre faute en fait. C'est nous qui avons élevé des pigeons pour leur faire porter des messages, etc. Et du coup, bah, on se retrouve avec effectivement une invasion de pigeons. Bah ouais, bah, c'est,
c'est comme ça, et en même temps, c'est des oiseaux qui sont ultra intelligents, du coup, et bon, c'est un peu triste qu'on soit méchant avec eux. Moi, j'aime bien les pigeons. Et voilà. Mais ouais, non, je sais pas du tout au niveau des critiques ce que ça vaut. Parce qu'ils disaient rien. D'habitude, ils disent un petit peu l'accueil du récit et tout ça, mais là, ils disent rien du tout. Voilà. Il y a juste une pièce de théâtre, c'est tout. 115 pages, il fait. C'est voilà, c'est un petit roman. Mais ouais, je le lirai un jour quand même. Voilà, pour celui-ci en tout cas. Ouais, toi, ça va te parler, Kim, hein. Toi aussi, t'as un peu la phobie des pigeons. Enfin, tu les aimes pas, en tout cas. Ensuite, alors, tiens, justement, c'est bien qu'il y ait ce livre-là dans cette sélection, puisqu'il y a une série qui vient de sortir, adaptée de ce livre. Donc, c'est Présumé innocent de Scott Turow. Et donc, ouais, voilà, il y a une série qui est sortie là au mois de juin, je crois que c'est ça, sur Apple TV. Voilà, sur Apple TV, avec Jake Gyllenhaal. Mini-série en 8 épisodes. Voilà. Oh, c'est vrai? Ah, c'est marrant ça. Attends, du coup, je vais te dire si j'ai envie de la suivre ou pas. Parce que je me rappelle plus de quoi ça parle exactement. Donc, c'est un thriller juridique. Dans cette histoire, le procureur du district adjoint, oui, c'est ça, procureur du district adjoint, va être accusé du meurtre de sa collègue de travail, qui était une brillante procureure associée. Voilà, elle va être retrouvée morte dans son appartement, victime, on nous dit victime d'un bondage, donc BDSM, hein, au cas où vous n'auriez pas compris, qui aurait mal tourné. Donc on va suivre Rusty qui mène l'enquête, mais tout va s'embrouiller quand son patron et ami, qui s'appelle Raymond, perd sa réélection au poste de procureur de district. Et on va découvrir que Rusty a été l'amant de Caroline, et du coup, bah, c'est lui, a priori, qui va être accusé de meurtre, alors qu'à la base, il enquêtait. Voilà, retournement de situation. Et voilà. Et du coup, on va confier l'affaire à Tommy. Et du coup, ouais, en fait, on a un peu, ouais, c'est presque un peu la même idée que dans Le Fugitif, où c'était Harrison Ford qui était accusé du meurtre de sa femme. Voilà, on est un peu dans le même délire, sauf que là, c'est complètement judiciaire, hein. On est vraiment dans le monde judiciaire, des procureurs, etc. Voilà, donc il va appeler à l'aide le meilleur avocat de la région pour qu'il le défende au procès. Je vais pas regarder parce qu'il y a marqué dénouement et révélation finale. Alors non, on va éviter de lire ce passage. Voilà, donc il occupe, sachez-le, la 48e place au classement des 100 meilleurs romans policiers de tous les temps, établi en 1990 par la Crime Writers Association, avec mon super accent anglais. Et aussi la 5e place au classement des 5e place, hein, au classement des 100 meilleurs livres policiers de tous les temps, établi en 1995 par l'association des Mystery Writers of America. Voilà. Et donc, il y a eu... Alors, oh putain, j'avais pas fait gaffe. C'est rigolo, quand même. Parce que je disais, Le Fugitif, avec Harrison Ford. Et là, l'adaptation avec Harrison Ford. En fait, Harrison Ford, il fait que des rôles où on l'accuse d'avoir tué sa femme. Comment ça se passe? Mais voilà. Ah, t'as vu un épisode, Silou? C'est bien? Ok. Donc voilà, il y a eu un film avec Harrison Ford. C'est rigolo quand même. J'ai pas fait exprès, hein. Ben voilà. Du coup, ça me faisait penser au fugitif. Et donc, ouais, bah du coup, ouais, pourquoi pas, effectivement, voir la série. Ma foi.
pourquoi pas, pourquoi pas. Après, moi, je suis jamais très très fan de ce genre de truc, du mec, le pauvre. Ah, on l'accuse d'avoir tué sa femme, mais par contre, on s'en fout complètement de la femme qui a été tuée, quoi. C'est toujours pareil. Bon, le traitement, c'est pas spécialement pour me plaire, mais bon, voilà. Non, mais ça peut être intéressant. Bref, voilà, donc le hasard a voulu que je vous parle de ça ce soir. 1987. Voilà pour celui-ci, en tout cas. Ensuite, alors encore un film ultra connu, en l'occurrence. Donc, le titre français, c'est Quand papa était femme de ménage. Le titre original, c'est Madame Doubtfire, mais comme le film a eu le succès qu'il a eu, hein, forcément, donc ça a été un peu renommé en français aussi, voilà, Madame Doubtfire. De Anne Fine, qui est une autrice d'ailleurs de romans jeunesse très très connue, on va pas se mentir. C'est pas elle d'ailleurs qui a fait le truc du chat assassin, je crois que c'est elle, il me semble. Ah ouais, c'est vrai, t'as jamais vu Madame Doubtfire. Ah ouais. Je sais pas si aujourd'hui, avec mon œil féministe, ça passerait bien. Je suis pas sûre, honnêtement. Mais j'adorais ce film quand j'étais gosse, c'est sûr. Donc voilà, c'est un roman jeunesse, hein, à la base, dans lequel on suit Miranda, qui a besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses 3 enfants et de la maison. Et son ex-mari, Daniel, va lui proposer son aide. C'est un acteur au chômage. Sauf que Miranda ne veut pas. Elle veut une personne de confiance, quelqu'un de solide. Parce que voilà, elle n'a pas confiance en son ex-mari qui visiblement n'a pas été très sérieux, hein, dans leur vie. Et un jour va arriver donc une gouvernante, hein, Madame Doubtfire, et bon, c'est pas un spoil, hein, voilà, en fait, c'est l'ex-mari qui s'est déguisé en gouvernante. C'est pour ça que je dis que bon, en 2024, je suis pas trop sûre. Ouais, c'est ça, hein, Karine, journal d'un chat, ça il me semblait bien. Je suis pas trop sûre que ça passerait, honnêtement. Alors surtout le truc de dire oui, en vrai, je suis un bon père et tout, alors qu'en fait, il a laissé toute la charge mentale à sa femme, hein, bien sûr. Bon. Et puis se déguiser en femme aussi, c'est un peu problématique, on va pas se mentir. Bref, voilà. Mais après, le film était très rigolo, voilà, parce qu'évidemment, c'est du comique de situation, des quiproquos, tout ça. Quand t'es enfant, c'est un peu mime, c'est un peu rigolo. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, le film a eu évidemment plus de succès que le roman réalisé par Chris Columbus avec Robin Williams, hein, voilà. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. On change de style avec Sphère de Michael Crichton. Donc, encore de la pure SF. Donc, dans cette histoire, on va suivre des scientifiques américains qui sont embarqués dans une expédition sous-marine. Le but, c'est d'observer un vaisseau spatial qui est immergé depuis 300 ans au fond de l'eau. Et ils vont y trouver une sphère dorée luisante, pardon, qu'ils pensent être venue de l'espace. Et en fait, ils vont parvenir à rentrer dans cette sphère, mais sans en garder le souvenir. Et il va s'en suivre des événements bizarres, parce que, ben voilà, en gros, la sphère donne le pouvoir, d'où les petites phrases d'accroche là, la sphère donne le pouvoir de matérialiser ses pensées. Voilà. Interesting. Donc film quand même, pareil, j'imagine bien que Kim il l'a vu, film avec Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel L. Jackson, rien que ça. C'est fou parce que moi ce que j'aime bien dans le litté rétro, c'est que souvent les films sont plus connus que les livres, mais bon, après c'est Michael Crichton, c'est quand même
l'auteur de Jurassic Park entre autres hein, aussi. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de bangers qui ont été adaptés au cinéma. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Oh, rien de plus. Mais ça a l'air intéressant, ce truc de la sphère là. Ensuite, on reste dans la SF avec la station d'Araminta. Cette vieille édition, ça n'a plus été réédité visiblement en tout cas. De Jack Vance. Et donc, dans cette histoire, on va suivre. Donc, on est dans un space opéra aussi, hein, a priori. On va suivre Glawen. Son nom est très spécial, mais bon. Glawen qui habite sur une planète qui s'appelle Cadwal, qui est une réserve écologique en fait, où l'action humaine est assez restreinte. Glawen, son 16e anniversaire approche et en fait, on va lui, donc, le jour de son 16e anniversaire, on va lui dévoiler son avenir. Voilà. Donc lui, ouais, en fait, il va y avoir, voilà, en gros, il va rencontrer pas mal de péripéties. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, il va faire face à une multitude de problèmes par rapport à ça, et notamment aussi parce qu'il y a une variété exotique d'humains qui vont tenter de prendre le contrôle de la planète. Voilà, bon, c'est assez classique hein, comme synopsis. Voilà, je l'ai juste mis parce que c'est Jack Vance, il est assez connu. En plus, c'est le premier tome de son cycle Les Chroniques de Cadwal. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, si vous êtes féru de science-fiction. Ensuite, alors, on retrouve évidemment notre auteur préféré, Stephen King, avec Les Tominokers. Alors, je ne l'ai pas lu celui-là et je sais que c'est pas son meilleur. Donc, Dafida, merci pour le suivi. Donc dans cette histoire, on est dans, comme d'habitude, une ville fictive avec Stephen King, hein, la ville de Haven, dans l'état du Maine évidemment, sinon c'est pas drôle, où lors d'une promenade en forêt, l'une des habitants va découvrir un vaisseau extraterrestre enfoui sous terre. Alors tout à l'heure c'était sous la mer avec Michael Crichton et maintenant c'est sous terre. Et donc on va déterrer ce vaisseau, sauf que ça va affecter psychologiquement et physiquement les membres de la commune de façon inquiétante. Voilà, j'en sais pas plus. Donc c'est Roberta, surnommée Bobby, l'héroïne du roman. Je veux pas en savoir plus, parce qu'après il y a tout le résumé détaillé. Ouais, mais elles sont classe, hein. Elles sont classe, hein, ces nouvelles éditions du livre de poche, j'aime beaucoup, moi. Mais franchement, c'est dommage, hein, parce que le pitch, il est trop bien, mais ouais, je sais qu'il y a plein de gens qui ont été déçus par celui-ci, par les Tominokers. Donc ouais, on nous dit qu'il a commencé l'écriture, voilà, les petites anecdotes autour du roman, il a commencé l'écriture des Tominokers en 1982, durant une période de la guerre froide où la menace d'une guerre nucléaire était réelle. Et donc voilà, ça va faire, d'ailleurs, ça va faire référence hein, justement notamment à Tchernobyl, à voilà, d'autres choses comme ça dans le roman. Donc voilà, ça va refléter un petit peu cette préoccupation face à une potentielle guerre nucléaire. Alors c'est marrant parce que du coup il a commencé en 82 avant qu'il y ait eu l'affaire Tchernobyl. Hein. Du coup, enfin l'affaire Tchernobyl, c'est bizarre de dire comme ça. L'accident de Tchernobyl et du coup bah oui ça a dû un peu concrétiser les choses. Voilà, et en plus il a aussi écrit ce roman alors qu'il était pas mal dépendant de l'alcool et de certaines drogues. Ouais, il a eu une époque comme ça, Stephen King, qui était pas très cool. Et finalement il a dit qu'il a réalisé que ce roman était un peu une métaphore de son addiction. C'est d'autant plus intéressant. Ah oui, t'as la vieille édition en 3 tomes, ok. Est-ce qu'ils disent là 604 pages, ils disent. C'est 3 petits tomes du coup.
Donc le roman est resté 23 semaines, dont 8 à la première place sur la New York Times best-seller list. Et voilà. Et le Publishers Weekly le classe à la première place des meilleures ventes de romans aux États-Unis en 1987. Donc il a quand même, il a mieux marché encore que Misery à l'époque. C'est quand même ouf de se dire ça. Alors qu'aujourd'hui, j'entends que des gens qui disent que bof bof, et alors que Misery, lui, est encensé. Ouais, moi, j'ai grave envie de le lire. En vrai, ça m'a... Voilà, tiens. Et c'est vrai qu'en plus, ce mois-ci, on a mis Stephen King à l'honneur. Et... Je vais regarder s'il y a en audio celui-là, mais je crois pas. Ça aurait été intéressant. En audio. Je me le serais bien fait, là, tiens. La meuf s'auto-hype. Bref, voilà, en tout cas, pour celui-ci. Et le dernier de la liste, alors qui est, attention, trigger warning. Je l'ai mis, mais parce que c'est quand même ouf de voir que, voilà, c'est édité par Gallimard et tout. Hein, c'était vraiment les années 70 et 80, hein, c'était vraiment le truc des pédophiles, là. Alors après, je sais pas si c'est dénoncé ou pas. Bon, bref, vous m'avez fait former des fantômes de Hervé Guibert. Ah, si, il est en audio, Karine. Ah, cool. Donc, ouais, en fait, en gros, ça raconte l'histoire d'hommes qui vont capturer des enfants dans les crèches et les orphelinats pour les dresser au combat. Et a priori, il y a aussi pas mal de scènes de pédophilie dedans. Youpi! Pourquoi je vous ai mis ça? Vous allez me dire, bah parce que c'est un livre qui a pas mal fait parler de lui à sa sortie en France. Donc voilà, c'est inspiré par Sade, par Rousseau, qui n'est pas non plus le mec le plus safe du monde, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, érotisme, violence et jeu sont les principaux ressorts de l'œuvre dont l'écriture a été influencée par les textes de Georges Bataille, Sévéro Sarduy, Pierre Guyotat, je ne sais pas qui sont ces gens. L'animalité, la superstition, le surnaturel sont omniprésents. La forme rappelle celle des contes infanticides de Dennis Cooper. Je vous lis ce qu'il a écrit. Parce que par ses descriptions pornographiques, ce texte est à rapprocher des chiens et par ses jeux d'ombre. Alors les chiens, c'est un livre, hein, mais voilà. Ah, c'est un récit. Ah oui, d'accord. C'est un de ses livres, Hervé Guibert. Récit autobiographique. Et par ses jeux d'ombre et de lumière, il évoque des aveugles. Donc un autre de ses livres. Le roman a été analysé comme annonçant la dégradation physique de l'auteur appelé à devenir un fantôme. Bon, voilà, en gros, le mec, il devenait sénile et il a écrit des histoires de gamins qui étaient forcés de faire des combats entre eux et étaient forcés de faire d'autres choses. Voilà, voilà, Gallimard, qui est à l'honneur en septembre. Ça vous a donné envie de le lire ou pas? Je vous jure. Comment vous dire que j'ai pas très envie de découvrir cet auteur? Voilà, ça nous dit, ouais d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, ouais, ça dit, l'auteur raconte le dressage d'enfants à des combats qui évoquent la corrida. Ce livre comporte des scènes à caractère pédophile. Putain, j'ai tellement envie de lire un truc comme ça. Je vais me précipiter dessus. Non. Bref, voilà, bah écoutez, c'était le dernier, comment finir en beauté. Bon, c'est le hasard de l'ordre alphabétique, hein, des os. J'aurais bien finir par autre chose, mais bon. Mais bon, c'est comme... What? Angel qui se réveille. Quoi? Que se passe-t-il? Écoutez, je me rappelle qu'il y avait une année aussi où, de Litté Rétro, il y avait plein de trucs pédophiles aussi, c'était terrible. Je vous jure, non mais... Ouais, voilà, mais c'est à chaque fois, c'est des auteurs français en plus, hein, Les philosophes français des années 70 et 80.
on apprécie. Bref, allez, je reviens par ici. Voilà, bon, j'espère que ce petit litté rétro, sinon, vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus exhaustive possible, en tout cas, voilà, concernant les livres les plus connus de l'année. La prochaine vidéo, et ben ce sera un bilan lecture. Voilà, mardi, je vous fais enfin, finally, il était temps, un bilan lecture, oui, parce que j'avais pas trop lu ces derniers temps, mais là, je crois que je vais avoir 9 livres, ou 10. Ouais, pas loin ouais, une dizaine de livres. Voilà, parce que mine de rien, mais une dizaine de livres, ça peut paraître beaucoup, mais bon, c'est une dizaine de livres en 4 semaines, parce que je rappelle que le dernier bilan lecture avait été annulé. Donc comme j'en fais un toutes les 2 semaines, autant vous dire que c'est bien en deçà de ma moyenne habituelle. Hein. Vraiment, 10 livres en un mois, pour moi, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est pas beaucoup. Voilà. En général, c'est une quinzaine de livres. Ouais, quinzaine de livres en un mois. Là, c'est même pas un mois, c'est 4 semaines. Bref, oui, c'est l'été, voilà, c'est l'été. Mais je me dis que, par contre, voilà, je me dis, bon, là, je reprends le rythme d'un bilan lecture tous les 15 jours, mais si ça se trouve, dans 15 jours, j'aurai rien pour le bilan lecture, je préviens. Hein. Peut-être je ferai autre chose ou j'annulerai. Je vous le dis. Voilà, je préviens à l'avance, on n'est pas à l'abri. Mais là, au moins, j'aurai de quoi. Là, j'ai de quoi vous faire un bon bilan, donc c'est cool. Voilà, sur ce, je vais dire au revoir à YouTube déjà. Donc on se retrouve pour le bilan lecture. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Ciao.